Swear. C'est bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec le taulier de la boxe française, ça nous fait énormément plaisir, Monsieur Diopos, bonjour. Bonjour, salut les gars. Alors, donc première question, donc là on va aborder ta préparation et aussi ta carrière à l'étranger, mais aussi de boxeur en France. Finalement, la première question, c'est lorsque tu prends un combat à courte échéance, parce que ça t'est arrivé à certains moments dans ta carrière, comment est-ce que tu t'organises en amont du combat? Quelle fréquence et quelle durée finalement pour la préparation? Est-ce que tu restes toujours prêt et que tu as finalement le téléphone proche de toi à tout moment? Non, j'ai toujours espéré avoir des temps de préparation corrects puisque je m'entraîne souvent, je m'entretiens comme je peux, mais c'est vrai que quand t'as pas de date, c'est pas évident de te lancer à fond dans une préparation. L'idéal pour moi, c'est que tu m'annonces allez, un combat dans 1 mois et demi, 2 mois, et là, voilà, là tout est calculé, préparateur physique, alimentation, régime et tout, tu vois. Là, c'est nickel. Par contre, on prévient 2 ou 3 semaines avant, ou une semaine avant, ou le jour même, comme j'ai déjà fait, ben là, il faut impérativement que tu arrives à te maintenir à peu près au poids, puisque là, en vieillissant, ça devient dur. Mais il faut réussir à pas non plus trop prendre, tu vois. Et à quelle fréquence tu spares quand tu es dans ta préparation? Est-ce que c'est des sparring à 100% ou alors c'est un peu plus soft afin de te préserver? Je fais pas énormément de sparring. Je fais du sparring à l'approche des combats. De toute façon, des poids lourds par chez moi, j'en ai pas. Il faudrait que je mette les gants ici et j'en ai pas. Donc quand je pars en camp d'entraînement, c'est là-bas que je retrouve les poids lourds et c'est à partir de ce moment-là qu'on fait du sparring. Et est-ce qu'il existe des méthodes d'entraînement peu employées que tu recommanderais ou inversement des méthodes très utilisées que toi tu déconseillerais puisque maintenant tu as énormément d'expérience? Euh, oui. Après le sparring, le sparring est vraiment très utile. Il ne remplace en rien, je veux dire, rien ne remplace le sparring. Tu peux être un top cardio, tu peux être un top musculation, un top crossfit, tout ce que tu veux. Rien ne remplace le sparring. Il y a des fois où je croyais être vraiment au top au niveau du cardio et tout. Je commençais le sparring, au bout de 4 rounds, j'étais mort. Là, je me rendais compte que le sparring, c'était vraiment indispensable. Mais par contre, il ne faut pas non plus te charger de sparring. Il ne faut pas en faire trop. Dans les meilleurs camps d'entraînement que j'ai fait partout dans le monde, les mecs, des fois, sautaient une journée, programmer 2, 3 séances de sparring dans la semaine, tu vois. C'était pas tous les jours, même le week-end. À mon avis, il faut pas non plus se fracasser la tête trop, quoi. Et donc tu as accepté le combat contre Povetkin dans un délai de moins de 24 heures. Comment est-ce que c'était dans ta tête là? Est-ce que tu as eu le temps de te préparer ou même le temps juste de te dire ok, bah, je vais affronter Povetkin dans moins de 24 heures? Alors ça a été un truc de malade, puisque mon manager m'a dit, Johan, ça te plairait d'aller en Russie assister au combat Ivan Povetkin? Alors je dis, bah ouais, pourquoi pas, mais pourquoi? Il me dit, bah parce qu'ils veulent discuter un éventuel combat entre vous après ce combat-là, victoire ou défaite. Et ils veulent nous inviter, ils veulent qu'on soit sur place. Et à cette époque-là, j'étais encore WBC Silver. Donc je me suis dit, bah ok, on y va. Donc je suis parti là-bas en Sibérie. Donc il s'est passé tout ce qui s'est passé. Le lendemain, samedi matin, je me réveille. La veille, on va boire des verres avec mon manager dans les bars. Tu vois. On profite, on dit que demain, on va passer une bonne soirée. Donc on profite. Et le lendemain matin au réveil, j'ouvre le téléphone, je regarde Povetkin contrôlé positif, Steven reparti. Oh, je dis merde, putain, j'appelle mon manager, je lui explique. Il me dit, bah oui, Johan, justement. Je dis quoi, justement? Et ici, ils sont venus taper à ma porte. Et là, j'ai capté, je fais, ah non, 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 je dis, ça va pas la tête. Je dis, je suis pas prêt. Et je dis, je suis pas prêt pour un combat comme ça. Et il me dit, bah oui, je sais bien, c'est ce que je leur ai dit. Non, je dis, non, au début, j'ai refusé. Parce que. Et ensuite, il me rappelle, il vient voir dans ma chambre 1 heure ou 2 après. Il me dit, Johan, ils sont enfin, ils insistent réellement. C'est pour sauver leur show. C'est retransmis dans les télés du monde entier. Des millions d'investis et compagnie. Bon, et je lui dis, oui, mais Mehdi, dans ce cas-là, je dis, oui, mais alors tu négocies comme il faut. Mais pour moi, j'avais demandé un pondeur. Hein, j'avais demandé, énormément parce que je voulais qu'ils me disent non. Ou non, j'ai pas réussi à avoir ce que j'ai demandé. J'ai réussi à avoir pas mal et je me suis dit, bon, bah écoute, vas-y, je dis, on tente. Hein. De toute façon, je dis, on est des poids lourds. Je dis, j'ai déjà mis des gants avec lui. Je dis, je frappe, on sait jamais, ça peut passer. Après, je sais très bien que c'est un athlète
entraîné et dopé que ça a été possible. Exactement. Mais je dis, on ne sait jamais. C'est les poids lourds, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Tyson Douglas, Douglas a battu Tyson. Je veux dire des trucs comme ça. On ne sait jamais. Malheureusement pour moi, ça n'a pas passé. En plus, à la reprise suivante, j'avais l'intention, enfin, dans mon coin, on avait l'intention de stopper dans le coin et de dire, bon, allez, ça ne sert plus à rien, là, tu vas prendre des coups. Ok. J'avais plus la caisse, donc voilà, c'est tout. Et je m'y mets KO à la dernière seconde. Mais finalement, quelques années après, est-ce que pour toi, c'était quand même une belle expérience? C'était une belle expérience, c'était risqué. Après, j'ai fait ma réputation sur le fait que je suis un. J'ai peur de personne, que j'encaisse. Exactement. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, écoute, on va continuer dans cette lancée-là. Et c'est une anecdote terrible. Il y en a plein qui me demandent encore aujourd'hui si j'ai ces fameuses ASICS bleues, tu vois, lesquelles je suis monté sur le ring. Je dis oui, je l'ai toujours. Je veux dire, c'est culte, ça. Je suis monté sur le ring avec des tennis. Je suis monté sur le ring avec un short rouge, ils m'ont trouvé, je ne sais pas où. Un protège-dents que j'ai moulé comme ça dans une casserole qui tenait même pas, que je tenais pendant le combat avec ma langue, tu vois. Je le tenais comme ça parce que sinon il se barrait. Enfin, c'était vraiment. C'était une histoire de fou, quoi. C'est folklorique. Et donc, tu es réputé aussi pour ta résistance physique et ton menton. À quelle proportion, toi, t'attribues finalement cette résistance au mental, conditionnement physique? C'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est juste inné? Non, voilà, franchement, j'ai rien travaillé. J'ai déjà pris des coups qui m'ont fait mal, j'ai déjà pris des coups qui m'ont sonné à l'entraînement. Et avant Wilder, de toute façon, si vous regardez d'anciens combats à moi, je n'avais pas cette boxe-là. C'est Daniel Lorcy qui m'a enseigné ça, qui m'a dit, Johan, lève les mains, ne lâche pas ton adversaire. Tu vas voir, à bout d'un moment, ils vont se demander s'ils frappent, ils vont baisser les bras. Et on a pris cette stratégie-là contre Wilder. Avant ça, je boxais. Après, je devrais on peut pas montrer ce que je fais à une école de boxe puisque tout le monde n'a pas cette capacité à encaisser. Moi, si je le fais, c'est que je juge mes adversaires, je les fais douter et ma force vient là. Moi, voilà, on va parler un peu de mineur. Sur mineur, ce que j'avais en tête, c'était qu'après la 6e reprise, il baisse en intensité. Je savais qu'il m'aurait pas mis KO. Malgré ce qu'il disait, je savais qu'il m'aurait pas mis KO. Il n'avait pas ce qu'il faut dans les gants pour mettre KO. Donc, après la 6e reprise, je pensais qu'il allait descendre. Sauf que n'a Eh pas oui. descendu. Après la 10e, il a commencé à descendre à la 10e. Et aujourd'hui, il a été contrôlé positif. Donc, je me demande si vraiment, et voilà, à mon avis, il était déjà chargé à cette époque-là. Il prenait un truc pour la résistance. Et ceci explique cela. À mon avis, s'il a tenu aussi longtemps contre moi, c'est qu'il a été aidé. Et justement, par rapport au dopage, on va dire, dans la boxe, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer par rapport à ça? Parce que c'est vrai que là, bah, comme tu l'as dit, Miller, que tu as affronté il n'y a pas longtemps, vient d'être contrôlé positif. Est-ce que tu trouves que la boxe devrait vraiment prendre des mesures draconiennes par rapport à ça? Bah, je pense que par rapport à d'autres sports, déjà, on est déjà pas mal, hein. Dans le pied-point, il y en a énormément de dopage. Je le sais par expérience. Il y a, dans l'anglaise, il y en a énormément, sauf que il y a tellement d'argent en jeu qu'ils arrivent à trouver des choses pour les cacher. Et en 2019, tu te demandes comment. Moi, Vada sont venus 5 ou 6 fois à la maison avant mon champion du monde Rose Wilder, de dire ils te lâchent pas les mecs, Ouais. ils contrôlent ça, c'est hyper cadré. Donc, changer les choses, changer quoi? Je n'en sais rien. Puisque s'ils n'arrivent pas encore en 2019 à détecter tous les produits, ça va être compliqué. Sauf que regarde, ça met des bâtons dans les roues. Ce que je disais tout à l'heure, sur 5 de mes défaites, j'ai eu 4 cas de dopage. Il y a eu des contrôlés positifs dans l'année qui ont suivi mes combats. Est-ce qu'ils étaient positifs quand je les ai boxés? Je ne sais pas, je ne vais pas le dire. Mais en attendant, derrière, ils étaient dopés, quoi. Euh, euh, D'accord. donc, si j'avais gagné ces combats-là à une certaine période, ça aurait encore fait de moi un chemin différent. Et tu penses que ça fait partie de la boxe finalement, le dopage aujourd'hui, et que peu importe qui sont les superstars, parce qu'il y a eu Canelo Alvarez, enfin grosso modo quasiment tout le monde se fait contrôler à un moment donné. Est-ce que toi, bah, pour toi, c'est faut l'accepter, c'est la boxe, et puis voilà. Non, faut pas l'accepter. Ou alors on met tout le monde au même niveau, parce que là, faut qu'on se dope tous. Sauf que des dopages comme Miller a pris, là, j'ai des amis médecins qui m'ont dit, Johan, 50 balais, lui, va faire un arrêt, quoi, tu vois. C'est Ok. c'est hyper dangereux. Donc, se mettre au même niveau, je veux bien. Sauf qu'il y aura toujours des mecs qui essaieront de prendre plus pour être meilleurs. Le dopage, je veux dire, au bout d'un moment, la fierté, le fait de dire je vais gagner tu vois, ça, en étant clean et tout, c'est beau, mais je pense que l'argent, la gloire et tout prend le dessus et les mecs auront toujours des risques et essaieront toujours de tricher.
Et tu as toujours accepté, toi, de faire face à n'importe quel adversaire, tu l'as dit un peu plus tôt, dans des conditions parfois à ton désavantage, donc short notice, combat à l'extérieur. C'est quoi? C'est ta volonté, toi, de saisir toutes les opportunités possibles, ou alors finalement c'est le monde de la boxe qui t'impose un petit peu ce rythme-là? Là, je n'ai pas eu une carrière cadrée, je n'ai pas eu une carrière avec des dates précises. Tu vois, tu boxes dans 3 mois, tu boxes dans 4 mois. J'ai toujours eu des occasions à prendre, à saisir, parce que sinon, tu boxes pas. Le temps passe. Dans un combat, dans une année, avant, je faisais 4 ou 5 combats. Maintenant, j'en fais un. Tu vois. Donc, il faut impérativement que dès qu'on te propose un truc, bah, tu l'acceptes. Donc là, j'ai fait ça pendant des années. Là, on a fait ça en fin d'année dernière. J'avais même provoqué Joyce sur les réseaux sociaux, ça avait marché, puisque le mec, il voulait m'affronter. Ergovic, Takam, que j'ai accepté une semaine avant Ouais. son combat du 22 décembre, une semaine avant, mais ils sont revenus sur leur truc et ils ont annulé le combat. Je veux dire, j'ai toujours été appelé à la dernière minute. Après, ils savent très bien que m'avoir prêt est un gros risque. Hein. D'accord. Savoir, les managers, sont intelligents. M'avoir dans leur palmarès, c'est un nom, c'est beau. Mhm. Avant la limite, ça serait super. Il y en a qu'un qui a réussi, c'est Povetkin et Wilder, mais j'avais eu ma première KO. Mais je veux dire, c'est hyper intéressant de m'avoir, mais il ne faut pas me laisser m'entraîner. Tu vois, les mecs ne laissent pas tant de temps. C'est pour ça que j'essaie de rester en forme, mais j'aimerais tellement avoir des vraies préparations. Si j'avais eu des préparations comme ça quand j'avais 20 balais, franchement, à 95%, je suis sûr que j'aurais été le premier champion du monde des lourds en France. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, à ce stade de ta carrière, que tu pourrais justement avoir les cartes en main, être un peu le A-side, comme disent les Américains, et dans ce sens-là, pouvoir choisir tes adversaires et mettre en place ta préparation? Bah, j'ai 38 ans, c'est compliqué. Après, j'aimerais qu'on dise Miller ne méritait pas la victoire contre Jopa. Ouais. Bah, Jopa fait Joshua, tu vois. Là, je sais très bien que tout le monde dirait bah, Jopa va se faire défoncer, mais encore une fois, j'ai l'habitude, c'est pas grave, on l'a déjà dit. Eh ben, laissez-moi ma chance, c'est pas grave. Miller n'a pas mérité ça. Bah, moi, j'y vais, moi, au Joshua. Franchement, j'y vais. Et juste par rapport à Joshua, tu penses aujourd'hui que c'est lui la référence dans ta catégorie mondiale? Ah, c'est le plus médiatisé, c'est le plus connu, c'est la star. Après, la référence, oui, c'est lui. Après, niveau boxe, je le mets pas numéro un, tu vois. Ok. Et Ouais. tu mettrais qui plutôt numéro 1? Parce que c'est vrai que toi, tu as combattu les Povetkin, les Miller justement, les Wilder. Ouais, après, j'ai fait du sparring avec aussi les meilleurs, tu vois, avec les Ouais. chevaux et tout. J'ai mis. Donc, le meilleur pour moi actuellement, je mettais un léger avantage à Wilder de par sa puissance. Mhm. Mais depuis la performance de Fury, franchement, je mettrais Fury et Wilder légèrement devant Joshua. Tu verras ils vont éviter Fury à un moment. J'espère juste que Fury n'a pas sorti le combat de sa vie contre Wilder et qu'ensuite, eh ben, là, du coup, ça redescend, tu vois. Mais après, là, j'ai vu je le suis sur les réseaux sociaux et tout. Il a une bonne hygiène de vie. J'ai l'impression que ça l'a remotivé. Ouais. Donc, à voir. Et tu parlais de médiatisation, comment on fait en France pour avoir comme toi finalement une carrière aussi longue et prestigieuse sans avoir le soutien entre guillemets médiatique que peuvent avoir des Joshua, des Tyson Fury ou des Wilder qui eux sont vraiment portés par leur pays et les médias de leur pays? Faut être passionné. J'ai travaillé. Moi, j'ai commencé la boxe en 99 Ouais. et j'ai ensuite changé d'entreprise en 2007 pour une entreprise qui m'a aidé plus pour ma carrière, tout en continuant de travailler. Et j'ai arrêté le travail en 2015. En 2015, il a fallu que je fasse un choix. Hein, c'est un choix pour m'apprendre. Donc D'accord. là, faut impérativement que tu te débrouilles. Donc, je quittais le travail. Avant, je commençais à 5 heures du matin, je finissais à 1 heure, je prenais la voiture, je partais sur Paris, je mettais les gants, je rentrais, il était 1 heure du matin, je me relevais le matin, j'allais travailler, je partais à l'entraînement l'après-midi, tu vois. C'était un rythme de malade, j'étais jeune, c'était top. Aujourd'hui, je n'arriverai plus à faire ça. Mais je veux dire, il a fallu. Moi, ma carrière est faite que de ça, hein, des combats comme ça. Hein. J'ai fait plusieurs fois des combats pour 0 €, moi. Hein. Parce que je savais que c'était important, il fallait que je monte, il fallait que je grappille, tu vois. C'est pas la même chose. Et justement, jusqu'en 2015, tu as fait ça. On avait interviewé récemment Morgan Charrière, qui lui est aussi un combattant professionnel de MMA, mais qui a un job à côté. À quel point c'est difficile ça de s'imposer une rigueur entre ta vie professionnelle et ta passion, qui est aussi qui prend le pas finalement sur cette vie professionnelle. Bah, t'as surtout pas le choix. Tu as une passion, comme tu dis, tu as envie de le faire, tu as envie de devenir quelqu'un par rapport à ça. En même temps, bah, ça me donne une image voilà, de guerrier, de mec qui lâche rien. Et puis, tu as envie. Là, c'est vrai que
je vieillis, je viens d'avoir un bébé, tu vois, donc tu commences à mettre tes priorités, tu te déplaces. Il y a 10 ans de ça, moi, la boxe, c'était, voilà, j'aurais fait n'importe quel choix dans ma vie pour continuer ma carrière. C'est hyper important. J'avais pas envie d'être à 40 balais, un mec frustré, Ouais. qui aurait voulu faire ça, mais qui n'a pas eu le temps, tu vois, au moins, bah, j'ai fait les choses. Les choix, par exemple, Povetkin, tu vois, c'est un choix Mhm. personnel. Je l'ai fait, c'est pas grave ça. Au moins, j'aurais pas regretté l'année prochaine de dire ah, putain, j'aurais dû faire ce combat-là, hein, tu vois, je l'ai fait. Et est-ce que tu penses un jour que la France va pouvoir devenir une grande nation de la boxe professionnelle? Est-ce que elle l'est déjà ou est-ce qu'elle l'a été, toujours été à ton sens? Elle l'a été. Mhm. L'époque Canal+, Thiozo, Lorsi, tous ces grands champions. Mike Tyson à l'époque qui passait sur les voies. Il y a eu un creux de la vague, avec la chance que j'ai. C'était Voilà. c'est moi, tu vois, c'est toute l'histoire de ma vie. Ensuite, elle remonte, de par les performances des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc, bravo à eux. Mais on fait pas bien les choses, je trouve. Tu vois. C'est-à-dire pas bien les choses par rapport à quoi? On fait pas l'américaine, on ne soutient pas ses athlètes, on n'organise pas, on fait pas les shows comme il faut. Le problème, tu vois, Canal Plus, Tony Yoka, ils refont la même erreur qu'avec Asloum à l'époque. Mhm. Ouais. Asloum faisait ses premiers combats avec les paillettes, les cheveux blonds. Ah, tu vois, le gros show. Sauf qu'on est en France. En France, ils n'aiment pas vraiment ça, tu vois. Donc Asloum est vite revenu, tu vois, brun, entré plus sobre, tu vois. Ouais. Et là, ils l'ont refait avec Tony Yoka. Ils le mettent en main event. Ils lui mettent des adversaires qui ne font pas avec l'affiche parce que les mecs se déplacent que pour Tony Yoka. Il fait le combat qu'il fait. Après, c'est normal, il débute, il apprend, il débute chez les professionnels. Il apprend son métier. C'est tout à fait normal d'avoir les adversaires qu'il a eu. Sauf que tu ne le mets pas en main event. C'est vrai, après Yoka a raison. Si tu ne mets pas Yoka en main event, tu ne remplis pas la salle, tu vois. C'est un tout. Mais dans ce cas-là, tu ne mets peut-être pas Yoka en main event, tu le mets avant dernier ou avant-avant-dernier, tu vois. Et tu mets des gars comme moi, tu mets des gars que tu vois, comme Vitu, tu essaies de faire un meilleur plateau possible. Il y avait moyen de faire tout ça. Après, voilà, bon, ça se termine. Et tu penses qu'il y avait eu des discussions récemment autour d'un combat entre toi et Yoka? Est-ce que tu penses que c'était pas, par rapport aux adversaires précédents, finalement, une étape un petit peu trop haute pour lui? Oui, c'est ce que j'ai dit. Passer des adversaires qu'il a eu à moi et surtout après un an d'arrêt, j'ai pas trouvé ça très cohérent. Et en plus, on en discutait ensemble. J'en ai encore dit cette semaine à la télévision, sur Stade 2, j'ai dit, mais pourquoi il a fait ça alors qu'il savait très bien que moi, c'était à la fin de l'année. J'avais expliqué mon cas, j'avais expliqué mon cas familial, j'avais eu une passe mauvaise dans ma famille, donc ma femme avait une grossesse difficile, mon bébé, il m'a dit, t'as raison, le plus important c'est la famille et tout. Ensuite, il annonce ça. Je dis merde, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je pense qu'il le savait, il savait très bien qu'il ne pouvait pas le faire. Après, bon, là, la grossesse s'est bien passée, enfin, ça a été dur. L'accouchement s'est bien passé, c'était difficile, mais mon bébé est là, ma femme va bien, tout va bien. Félicitations. Voilà. Merci. Je profite de là, un moment. Je vous avoue que c'est vrai que ça commence à me manquer un petit peu les gants. Là, tu vois, Ah, tout va bien. Donc, j'avais prévu de faire ça en fin d'année. Donc, j'aimerais bien faire un combat de rentrée. Je pense que Yoko va boxer en septembre. Donc, moi, j'aimerais bien faire un combat en septembre. Pourquoi pas peut-être septembre, octobre, novembre, mais novembre et décembre, tu vois, je pourrais faire Yoka en novembre ou décembre. On se fait un ouais. gros combat franco-français et c'est parti. Ah oui, donc c'est quand même un combat, voilà, c'est un combat qui t'intéresse, c'était juste finalement le timing qui ne Ça fonctionnait m'intéresse pas. parce que j'ai 38 ans. Il y a 5 ou 6 ans, je ne sais Mhm. pas. Ça m'a intéressé D'accord. ici, intéressé. Là, j'ai 38 balais, des combats, des gros combats, tu vois, à l'étranger, comme genre Miller et tout, Ouais. ça va devenir plus compliqué. Donc je me dis que si on peut faire un gros combat en France, bien médiatisé, tu vois, qui attire la foule, on y va. Victor Odefat, je m'en fous, moi j'ai fini ma carrière quasiment. Ah ok, parce que c'était mon autre question, c'est aujourd'hui, est-ce que toi tu te considères comme le meilleur français dans la catégorie poids lourd? Non, je dirais pas non, parce que je suis trop humble pour ça, tu vois. Après, il y en a plein qui me voient numéro un parce que j'ai été longtemps des années numéro un sur BoxRec, tu vois. Voilà, j'ai pas boxé pendant un an, donc je vais me retirer, mais j'ai été longtemps, ça fait des années, moi, que je suis Mais numéro t'es un. toujours numéro un, t'es toujours numéro un. Tes défaites, c'est que contre des grands noms. T'es dans le Bon, top 40 mondial, je crois, en plus. Donc, ouais, encore, ouais, ouais, voilà. Donc, tu vois, j'y vais plus trop en ce moment. Je sais qu'au bout d'un moment, si tu boxes plus pendant un an, bah, ils te retirent, tu vois, des ouais. classements. Ton nom y est, mais donc, c'est pas grave. Ici, quand ils vont me remettre, je vais perdre quelques places. Est-ce que c'est vrai? C'est plus très grave. Le principal, c'est que j'ai été dans le top 5 BoxRec une fois. Tu vois, tout ça, ça reste là. J'ai pas eu la carrière
Ça, tout le monde le sait. J'aurais pu faire des choses, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Le principal, c'est que j'ai fait ce que j'ai fait. Tu vois. Et, et, et aujourd'hui, tu te dis pas, comme il te reste pas beaucoup de combats, tu veux pas quelques grosses ceintures ou c'est plus des combats voilà, franco-français, des belles affiches qui t'intéressent et tu vois finalement en fonction des opportunités ou tu as toujours cette envie finalement, un coin de la tête, tu te dis ah, je pourrais aller chercher une ceinture si ça se passe bien. Bien sûr. Si tu me proposes l'adversaire, la ceinture qui va avec, et surtout un délai d'entraînement, l'envie elle est encore là, même si ma femme, ma mère, avec une envie, c'est qu'aujourd'hui c'est bon, ça fait les choses. Mais je l'ai encore, tu vois. Le jour où je l'aurais pu, moi, je dirais allez, basta, je l'ai encore. Mais après, j'ai pas envie d'aller trop loin, tu vois. J'ai Mhm. 38 ans, j'approche des 40. Je prendrai sûrement les 40, j'irai peut-être à 40. Je sais pas où j'irai, en fait. Mais j'irai pas jusqu'à 45, je te l'assure. Et est-ce qu'il y a des offres au cours de ta carrière que tu as refusées ou que tu penses aujourd'hui que tu aurais mieux fait d'accepter ou inversement des combats que tu as acceptés, tu te dis tu aurais peut-être dû refuser? Ah ouais, bah automatiquement, hein, si j'avais fait ci, j'aurais pas fait ça, tu vois, automatiquement, bien sûr. Bah oui, il y a des choses que j'aurais dû accepter à une époque, mais on me protégeait pas mal au début de ma carrière, ça me gênait. Bah, j'ai fait un début de carrière professionnelle, on me protégeait pas du tout. Jusqu'à 6 7 combats, je boxais des mecs de mon palmarès en France, je boxais des Mamadou Sakho à l'époque, tu vois, qui avait qu'une défaite, qui était chez Germain. Je prenais vraiment des durs de France. Ensuite, s'est intégré Daniel Lorcy qui a voulu me mettre des adversaires plus pour que j'apprenne mon métier. Après, moi, je boxais pas depuis que j'ai 5 ans. Hein. Je boxe depuis que j'ai 19 ans. Donc, Mhm. c'est vrai, il avait raison. Fallait que j'apprenne mon métier, que je m'entraîne et surtout que je travaille à l'époque, tu vois. Donc, automatiquement, mais il y a des camps d'entraînement qu'on m'avait refusé à l'époque, ils voulaient pas que j'y aille. On m'appelait chez les Klitschko, on m'appelait chez les Povetkin, et je faisais pas tout ça. C'est un jour, moi-même, j'ai pété un câble et j'ai dit, bon, là, c'est bon, j'y vais. Là, c'est bon, j'en ai marre. Je suis allé chez le Boitsov en Allemagne, je suis allé chez Chisora, je suis allé chez Pérez. Et je me suis rendu compte, en fait, bah, que j'étais pas mauvais, quoi. Tu vois, je savais pas. Je savais pas. Du coup, j'affrontais pas les meilleurs. Et ben, en sparring, je leur rendais les coups. Les mecs qui étaient époumonnés, je me suis dit, bah, en fait, je peux rivaliser avec eux. Tu vois. Et tu as été justement dans les camps internationaux. Quelle est la différence majeure que tu trouves, toi, entre la boxe en France et la boxe à l'étranger? Et pourquoi t'as pas fait ce pas, on va dire, de partir à l'étranger durablement? Parce que j'étais un enfant d'une petite ville, des quartiers, tu vois. J'étais pas aiguillé, on m'a toujours fait un peu croire que fallait prendre ce qu'on a, tu vois, ce qu'on a, fallait pas non plus être trop gourmand. J'étais pas du tout dans l'optique de faire ce que j'ai fait, quoi, tu vois. Moi, être champion de Picardie amateur, c'était un truc de malade, hein. Gagner la coupe, bah, franchement, tu vois, en boxe, c'était un truc de fou, hein. De faire ce que j'ai fait, moi. Après, c'était jamais dans ma tête, je me suis dit, je ferais ça. Hein. J'ai toujours pris de tout en allant. Et si tu pouvais changer une chose dans le monde de la boxe en général ou en France, qu'est-ce que ce serait? Ah, bonne question. Hein. Bah, changer une chose, c'est revenir en arrière. Hein. Euh, s- En global, comme tu le sens. Ah, si je pouvais revenir en arrière, j'irais parler à Cadal et puis je lui dirais ce que je peux faire, tu vois, pour essayer de faire changer mon avenir et faire aimer la boxe de nouveau en France, parce il y aurait vraiment eu des choses à faire. Et sinon, actuellement, je trouve que tout va bien parce que changer les choses, j'allais te dire, il y a quelques années, j'aurais bien voulu qu'il y ait des poids lourds, tu vois, de Mhm. meilleur niveau. Mais là, là c'est bon, ça revient. On commence à avoir une catégorie encore attrayante qui plaît au public. Donc là, je pense que là, on est vraiment sur de belles choses. On revient comme il faut, la boxe revient sur le devant de la scène. Et qui sont les boxeurs que toi tu regardes ou qui t'inspirent éventuellement, actuellement ou même dans le passé? Dans le passé, moi je suis né à l'époque Tyson, donc lui il me faisait plutôt m'impressionner, il me faisait peur, tu vois, le mec, c'était un dingue. Niveau technique, je reste sur les Louis, sur les Ali. Aujourd'hui, un boxeur que j'apprécie, que je regarde beaucoup, et que j'ai failli faire du sparring avec lui, mais j'ai refusé parce que c'était juste après Miller et tout, donc j'avais dit non, c'est Usyk. Mhm. Il m'avait demandé de faire du sparring avec lui, et je trouve que c'est vraiment un boxeur complet, en plus intéressant, drôle, tu vois. Il y a Lomachenko qui, voilà, lui, c'est hyper aussi impressionnant, mais plus petite catégorie. Non, il y a vraiment aujourd'hui de beaux boxeurs. Très Et dans, intéressant. et dans les boxeurs français, du côté de la France, est-ce qu'il y en a toi, t'aimes regarder? Est-ce que t'aimerais bien finalement rassembler aujourd'hui tout le monde
autour d'un événement ou quelque chose comme ça? Parce que c'est vrai, comme tu as dit, tu as 38 ans, tu n'es plus aujourd'hui proche de la sortie que finalement de poursuivre ta carrière. Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait quelque chose comme ça et que les gens arrêtent, entre guillemets, de se tirer dans les pattes finalement? Bah ouais, j'aurais vraiment adoré qu'on fasse un événement avec vraiment des grosses têtes d'affiche françaises qui auraient attiré un monde fou. On aurait fait ça sur une grosse chaîne de télé, tu vois. Et puis même un duo Patacam, tu vois, des trucs comme ça, des affiches comme ça pour faire des événements comme ça. Ça, j'y vais. Duo Payoka, je suis certain que ça va faire tu vois, un gros truc, tu vois. Il y a des boxeurs comme Vitu, il y a des boxeurs, il y a vraiment énormément de boxeurs en France qui auraient pu faire. Tu fais une affiche de malade avec les boxeurs qui sont en France. Il y a Goulamérian, tu vois, il y en a plein. Et pour finir, alors là, on est en 2021. Qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli là entre aujourd'hui et 2021 du côté de ta carrière? Et Euh, où tu aimerais être en 2021? Est-ce que tu aimerais être toujours dans le boxing game ou alors avoir laissé ça de côté? 2021, j'aimerais être dans le boxing game, mais pas en tant qu'entraîneur dans une salle, tu vois. Actuellement, j'ai mon manager, qui est mon promoteur aussi, Biggie Hammer, qui a signé un Allemand, Christian Thun, qui est en train de faire monter, il est en train de faire signer quelques autres boxeurs. Donc, amener mon expérience là-dedans, continuer les voyages avec eux, les suivre. Et en 2021, ne pas stopper avec la boxe, tu vois, directement. Et je peux apporter énormément de choses aux boxeurs qui arrivent. Et au niveau 2021, pourquoi pas avoir refait, tu vois, 3 ou 4 derniers gros combats à ma manière, tu vois, qui marquent les esprits. Oh, super. Merci beaucoup, monsieur. Superbe. Merci pour de nous avoir accordé cette interview. Puis voilà, formidable. Merci à vous, les gars. Soit.